Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. Voilà, moi je suis Magali de l'EJC et je vais veiller à faire remonter vos questions au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fabrication d'un podcast et avec nous, pour en parler, nous avons Charlie Dupiot. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier. Alors effectivement, c'est une question qui va être assez large aujourd'hui, comment fabriquer son podcast? En 1 heure, on n'aura pas le temps de tout voir, mais l'idée, c'est de donner un petit peu des bases, pour ça, très humblement et à partir de mon expérience, à moi. Alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Charlie Dupiot, je travaille, depuis, 7 ans comme reporter radio, pour plusieurs, médias, notamment RFI, Radio France Internationale et la radio suisse pour laquelle je fais des reportages, surtout sur des sujets de société et d'éducation. Voilà, c'est un petit peu mon expérience en radio, traditionnelle, on va dire et aussi ce qui me permet, essentiellement de vivre. À côté de ça et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, j'ai cofondé avec 4 autres, professionnels de la radio, donc des journalistes et des réalisateurs, une école qui s'appelle Transmission, qui est donc une école, libre de radio. L'idée, en fait, c'est d'enseigner à des gens qui sont, passionnés de radio, mais qui n'en ont jamais fait, comment on peut en faire, en fait. Voilà, l'idée, c'est qu'on transmet les bases, de la radio, la prise de son, le montage, les techniques d'entretien aussi sur la question, bah, de l'éditorial, pardon et en fait, on accompagne, des petits groupes d'élèves sur la réalisation d'un projet personnel ou collectif et l'idée, c'est vraiment, bah, d'être un peu un coach, en leur donnant tous les conseils qu'il faut pour aboutir à un projet. On a déjà eu, 2 promotions et là, c'est notre troisième promotion cette année, d'élèves, donc à chaque fois une vingtaine d'élèves, qu'on accueille. Voilà, je crois que j'ai un petit Ils peu, sont âgés résumé. de quel âge à quel âge en fait justement? Alors ça va, de ouais, c'est assez large. L'année dernière, ça allait de 20 ans à 60 ans. Voilà, donc D'accord. c'est assez large, on est très ouvert. Après, il faut dire que la moyenne, c'est plutôt des gens qui ont la trentaine, qui, en général, ont un travail à côté, qui ont pas forcément envie de vivre, de du podcast, mais qui ont envie, en tout cas, d'en faire. Parce que c'est vrai que c'est un outil d'expression qui est hyper chouette et qu'on peut faire, en fait, à côté de son travail si on a envie. Puis on peut aussi essayer de se professionnaliser. Voilà, mais on est ouvert à tous les publics. Parallèlement à ça, j'ai aussi cofondé moi-même un podcast qui s'appelle Postscriptum. Qui, donc ça fait 1 an que ça existe. J'ai cofondé ça avec une collègue, reporter également, où notre, constat, c'était, le fait qu'il y avait peu de dialogue, dans certains domaines de notre société. À l'école, par exemple, où on a intervenu beaucoup pour des reportages, on s'est rendu compte qu'il y avait certains non-dits, certaines crispations, par exemple entre des enseignants et des élèves ou des élèves et des élèves, ou même entre enseignants et direction et on s'est dit que c'était des sujets qui étaient intéressants, en fait, à faire remonter, et à faire écouter parce que l'école, c'est là où se jouent, beaucoup de choses, et où se racontent beaucoup d'histoires aussi. Et donc on a créé ce podcast-là, à la fois sur l'école, mais aussi dans d'autres domaines plus intimes de la vie, même au sein des familles, au sein de par exemple, on a aussi créé un dialogue entre, un policier et puis un jeune des quartiers de Marseille. Tous les 2 sont à Marseille et c'est des personnes qui, bah, dans la vraie vie, se parleraient pas vraiment et donc l'idée, c'est de créer ce dialogue-là par micro interposé. Donc on va interviewer chacun des 2 intervenants séparément et au montage, en fait, mélanger, leurs paroles pour recréer ce dialogue-là et permettre aux auditeurs d'avoir, entre guillemets, même si, c'est pas toujours que 2 points de vue, mais d'avoir en tout cas des points de vue différents sur, un même sujet de société. Voilà et donc c'est aussi de cette expérience-là que je pourrais vous parler puisque je suis un petit peu en plein dedans, cette fabrication du podcast, comment, se faire connaître, comment gagner sa vie avec. Pour l'instant, c'est des questions un peu compliquées, mais pour lesquelles j'ai des pistes de réponses, même si ça ne se réalise pas forcément, encore aujourd'hui. Alors, assez brièvement, je pense que Alors, en suivant attendez, cette attendez. conférence. On va commencer, vraiment l'atelier. En tout cas, n'hésitez pas, je m'adresse à notre public, virtuel. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi, je ferai remonter les questions et il y a pas de souci. Charlie sera ravi, d'y répondre. Oui, n'hésitez pas, en fait, vous allez voir cette présentation, elle est structurée en plusieurs petites parties et si à chaque partie vous avez envie de poser des questions sur une thématique précise, n'hésitez pas à le faire dans le chat et on essaiera d'y répondre. Une petite brève introduction, je pense qu'en suivant cette,
en suivant cette conférence, vous êtes assez au courant de ça, mais peut-être ça peut vous remettre les idées au clair. Donc, on a une vraie spécificité du média radio qui va suggérer des images, qui va créer une certaine intimité entre l'auditeur et la personne qu'on va entendre. Il y a un vrai pouvoir de suggestion des images par le son en fait et par les voix. Et aussi, c'est un média, je pense que si vous êtes amené à faire du podcast, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément de limite, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont accepter de vous répondre, alors que, par exemple, en télé, ça peut être plus compliqué. La radio, le podcast permettent l'anonymat et c'est assez chouette, en fait, ça aussi de se dire que, on peut faire entendre beaucoup de voix grâce à ce média-là. Alors, on a, les radios traditionnelles s'intéressent de plus en plus aujourd'hui à la question du podcast. On en parle beaucoup et elles se mettent même à faire ce qu'on appelle du podcast natif. Voilà, donc du podcast qui est simplement en ligne et qui n'est pas diffusé, sur la bande FM. L'intérêt de ces podcasts-là, c'est la question des formats, en fait, hein. On n'a pas de format prédéterminé et quand on vient de la radio comme c'est mon cas et comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui font du podcast, aujourd'hui, il y a une vraie liberté où en fait, c'est le fond qui va déterminer la forme. Et ça, c'est assez chouette de se dire que on peut faire un épisode de 10 minutes et puis un épisode de 30 minutes et on s'en fiche. La question aussi est très importante que soulève le podcast, c'est l'accès d'un certain nombre de publics qui étaient éloignés des médias jusque-là au micro, avec évidemment des podcasts féministes que vous devez connaître, des podcasts aussi sur les questions LGBT, aussi de personnes racisées. Voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui en podcast. Il y a aussi des podcasts très ciblés, réalisés par des avocats, pour des avocats. Il y a aussi cette idée de communauté qui est très importante dans le podcast, où parfois on a des podcasts qui sont écoutés par quelques milliers de personnes, mais très précises dans le milieu professionnel. Il y a un podcast aussi qui sont des récits d'entrepreneurs, donc qui s'adressent à d'autres entrepreneurs qui s'apprêtent à se lancer dans cette aventure-là. Voilà, c'est vraiment assez beau ce qui existe dans le podcast aujourd'hui et on peut trouver beaucoup de choses. Il y a aussi des choses en termes de qualité sonore qui sont pas exceptionnelles parce qu'il y a aussi malgré tout une maîtrise de la technique qu'il faut avoir avec un son d'une qualité quand même qu'il faut avoir. Et puis la question du montage aussi, moi qui parfois peut entre guillemets m'agacer sur certaines écoutes. Parfois les montages sont pas très resserrés, alors qu'en fait pour moi ça serait bien de vraiment garder l'essentiel des propos des gens, mais en réduisant. Voilà, et c'est parfois on a l'impression que c'est les rushs, donc les éléments tournés qui sont mis en ligne, alors qu'il pourrait y avoir un petit travail de ce qu'on appelle nettoyage ou montage pour que ça facilite l'écoute de tout le monde. Alors pour cette présentation, donc comme je vous le disais, on va s'interroger et réfléchir autour de 5 thématiques différentes. Donc d'abord, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe aujourd'hui en podcast francophone. Évidemment, je vais vous donner que quelques références et quelques petites catégories, et vous en connaissez sûrement d'autres, et il y en a énormément d'autres. Moi, c'est juste des petites suggestions de choses à écouter, parce que je pense que quand on a envie de faire du podcast, il faut toujours écouter ce qui est déjà fait et continuer d'écouter. Et parfois, on en a marre parce qu'on en a plein les oreilles. Et en même temps, c'est important de savoir ce qui se fait, et même sur des thématiques qui nous intéressent pas a priori ou des formats qui nous intéressent pas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont intéressantes, qui sont inspirantes. Ensuite, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet de comment monter son podcast. Donc, qu'est-ce qu'on veut raconter en termes d'histoire, comment on choisit ses interlocuteurs. Également, on va parler des techniques d'entretien parce que malgré tout, dans la plupart des podcasts, en fait, quelle que soit la forme de la fin, il faut néanmoins faire des entretiens. Donc, comment on fait un entretien, comment on contacte des gens, quels conseils un petit peu je peux vous donner là-dessus. Et puis les questions de prise de son, de montage qui sont très importantes. Alors je pourrais pas vous faire un cours intégral sur le montage, mais de vous donner quelques conseils quand même à respecter par rapport à ce que je peux entendre et ce que je peux avoir comme retour de certains élèves par transmission. Et puis on finira par la question du modèle économique en prenant le cas concret de Postscriptum. Puisque, voilà, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à réaliser pour ça et il y a beaucoup de questions aussi sur cette question du modèle économique, du podcast. Alors, peut-être déjà donc n'hésitez pas, hein, donc évidemment si vous avez des questions, pour chacune, de ces, parties-là. Peut-être déjà ce qui existe un petit peu en podcast, j'ai essayé de regrouper, ça en plusieurs catégories en vous donnant des exemples et des liens potentiels et des titres à écouter si ça vous intéresse. Donc il y a évidemment le reportage
reportage, hein, qui n'a pas été inventé par le podcast, qui vient de la radio traditionnelle, où on est sur le terrain, où on peut mener une enquête, où on entend des interlocuteurs différents, où en général c'est assez vivant parce qu'on a des ambiances et des situations sonores, ce qu'on appelle des situations, c'est-à-dire des moments où on n'entend pas le journaliste, mais on entend juste, par exemple, une scène de vie, je sais pas, une scène de vente dans un magasin où c'est un vendeur qui va parler à un client. Voilà, des scènes où en fait le journaliste n'existe pas, mais où on nous emmène vraiment vivre une scène avec nous. Et donc, je vous ai mis un exemple d'un combat de coq. Ça a été réalisé par ma collègue Alice Milo pour la radio suisse, où voilà, on entend le travail que ça peut être de réaliser un reportage où en fait on va prendre différentes ambiances, différentes interviews et on va mélanger tout ça, on va mixer tout ça pour faire vivre un moment en 5 minutes. Voilà, et c'est le cas de ce combat de coq qui est assez parlant. On a vraiment l'impression d'y être et c'est ça un reportage assez réussi. En termes de podcast, ce qu'on retrouve beaucoup et ce qu'on a beaucoup retrouvé, c'est évidemment l'entretien. Donc, soit un entretien à deux avec un autre interlocuteur. Et là, on pense au coup sur la table, qui est un petit peu la référence dans ce domaine-là de Binge Audio, où on a voilà, à chaque fois un interlocuteur sur la question de la masculinité et de ce que ça représente aujourd'hui dans notre société. Et on a aussi un format qui vient aussi d'ailleurs de la radio traditionnelle, qui est le talk, qu'on appelle le talk, où là, on a plusieurs personnes autour d'une table, autour d'un studio. Ça peut être le chip sur Arte Radio, sur les questions des personnes racisées. Voilà, il y a beaucoup de formats qui existent comme ça en podcast aussi, qui sont très intéressants. Là, c'est vraiment la conversation. Il y a à peine de montage. En fait, c'est vraiment une conversation prise sur le vif et très vivante aussi. Dans les formats qui sont aussi intéressants et qui sont nés par cette idée de podcast natif aussi, il y a l'idée du témoignage simple. Ça a été quand même assez important. On pense à Transfert, qui a été monté par Slate et maintenant qui est à Louis. On pense à Super Héros, qui sont des séries de portraits de héros ordinaires de Binge, où là, c'est vraiment les voix pures des gens. Donc, on n'entend pas les journalistes, on entend juste les personnes qui se racontent et qui se livrent, ce qui pose évidemment des questions de tournage, hein, parce que ça veut dire qu'au tournage, il faut faire en sorte que les personnes se racontent sans qu'on nous entende et que tout soit limpide, que tout s'enchaîne, que toutes les transitions soient dans leur voix à elles. Donc, ça demande beaucoup de travail au moment de l'entretien. On en reparlera. Et puis, je voulais absolument vous recommander, alors pas parce que c'est transmission, mais parce que c'est quand même vraiment un chouette projet, autour de cette idée de témoignage pluriel. Ça aussi, c'est un format qui existe où on entend plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs parler autour d'un récit, autour d'une histoire. Et c'est le cas de Kebab Blues, dont je vous ai mis le lien. Voilà, Kebab Blues, réalisé par Zoé Perron, donc qui était élève de transmission. Et en fait, ça, alors c'est, si je me trompe pas, ça dure 7 minutes et quelques. C'est pas très long, donc je vous conseille de l'écouter parce que, donc après la conférence, parce que en fait, dans ce projet-là, en fait, ça part d'une histoire toute bête dans un kebab, hein, comme son titre l'indique. C'est un groupe d'amis qui est dans un kebab et une femme rentre dans le kebab. Il se trouve que cette femme est noire. Je vous précise ça parce que dès qu'elle rentre dans le kebab, un homme lui crie On est en France, madame, ici, on ferme les portes. Voilà, donc une phrase très raciste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Zoé Perron revient sur cette anecdote-là par le biais de ce groupe d'amis qui est complètement interloqué, qui plusieurs mois après cette scène a du mal à se remettre de ça parce que personne n'a réagi. Absolument personne ne s'est levé pour défendre cette femme et pour voilà, s'emporter contre le monsieur qui avait dit cette phrase. Et donc voilà, c'est un projet qui est très beau parce qu'on entend plein de voix, c'est très, très bien monté, c'est très dynamique. Il y a aussi de la musique qu'elle a composée elle-même, elle est musicienne. Donc c'est un projet qui est assez riche, en termes de podcast et qui a remporté un prix au festival Longueur d'onde, qui est un festival, de radio, à Brest, qui a lieu tout en début d'année, voilà. On a également, je vous recommande d'autres choses, hein, que, Transmission notamment a fait, Tout de suite les grands mots sur la question du consentement, avec cette idée aussi de 2 voix qui s'expriment et qui sur une histoire précise de non-respect du consentement. Et puis voilà, en termes d'autres formats, on a aussi le documentaire, pareil, hein, qui vient aussi de la radio traditionnelle, où on peut mélanger les témoignages, les paroles d'experts, et puis parfois des archives. Un podcast à soi, évidemment, c'est une référence dans ce domaine-là, sur les questions féministes. C'est un podcast mensuel dans lequel on va à chaque fois aborder une question différente liée au féminisme. Et on a donc un mélange de témoignages d'expertes
et la journaliste aussi qui s'exprime et puis des lectures, ça c'est assez chouette, des lectures d'extraits, de romans, qui font penser, un petit peu aux thématiques, abordées dans le podcast. Il y a aussi Ou peut-être une nuit là qui est sorti récemment, qui a été sorti par Louis Média sur la question de l'inceste, où c'est un petit peu ce format-là aussi, très vivant, très documenté, très voilà, avec beaucoup de musique aussi, voilà, pareil, je vous recommande aussi son écoute parce qu'on voit comment on peut réfléchir à la façon dont c'est monté, la façon dont tout s'enchaîne très bien. On a aussi ce qu'on appelle le storytelling, les chemins de désir sur Arte Radio, ça me paraît être un bon exemple. C'est ce qu'on appelle une autofiction. Claire Richard raconte son rapport à la sexualité depuis qu'elle est enfant, son rapport à la pornographie. Elle se livre et tout ça est musicalisé. On a aussi des ambiances recréées en fait. Hein, c'est de la fiction, des scènes d'enfance qui sont recréées avec des comédiens. C'est un très très beau projet. Enfin, c'est très très beau. Je vous recommande aussi si vous l'avez pas encore écouté. On a aussi en podcast, on en parlait, hein, cette ouverture à des milieux aussi militants. Et là, je vous recommande La politique des putes, qui est produit par Nouvelles Écoutes et qui est réalisé par Océan. Donc militant transgenre qui se présente comme tel au début du podcast et qui donne son point de vue en fait sur la question de la prostitution en disant bah, que pour lui c'est un travail du sexe à contrario du courant abolitionniste et en fait c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire que c'est un parti pris de dire voilà pour moi c'est du travail et je vais donner la parole à des personnes qui se considèrent comme travailleuses du sexe et c'est très intéressant parce que là on a vraiment un parti pris qui est exprimé. On parle souvent de la question de l'objectivité du journalisme. Et ben là, au moins c'est clair, on a le parti pris et puis on a ensuite des témoignages qui sont très intéressants et très fournis. Voilà, si on accepte ce parti pris-là, on s'ouvre à beaucoup de choses. Voilà. Et puis, on a aussi des formes qui sont, je pense, amenées à beaucoup se développer prochainement, à savoir celle de la fiction, du docu-fiction, de la création sonore. Dans la fiction, bah, je vais en mentionner un qui est vraiment très chouette, qui est produit par RFI, diffusé par RFI, et qui s'appelle Dianké, qui a reçu le prix de la musique originale au Paris Podcast Festival là, qui s'est tenu ce week-end et qui raconte l'épopée d'une jeune femme sur le continent africain. Alors, on ne sait pas exactement dans quel pays elle est, c'est volontairement flou. Le podcast a été enregistré au Sénégal, mais dans la fiction, on reste flou sur le pays où elle évolue. Et en fait, elle se présente aux élections municipales de la capitale de son pays et de la ville où elle habite. Et c'est tout son combat, en fait, en tant que femme, en tant que jeune femme aussi, en politique. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est très, très bien fait. Donc, c'est vraiment de la pure fiction, très bien écrite et très vivante aussi, avec beaucoup d'ambiance, un vrai travail sur l'ambiance, sur la musique. Et on a aussi, et j'en terminerai un petit peu là pour ce tour d'horizon sonore assez rapide, mais qui vous donne un petit peu les différents espaces du podcast aujourd'hui, c'est celui du docu-fiction. Le docu-fiction, donc qui, comme son nom l'indique, mélange un petit peu les deux genres. J'en recommande un qui est assez chouette, qui s'appelle Demain s'ouvre au pied de biche, qui est réalisé par Alexandre Planck, qui par ailleurs a aussi co-réalisé Dianké, qui est un réalisateur de France Culture qui justement joue à brouiller ces frontières-là entre la fiction et le documentaire. Et c'est assez intéressant ce travail. Et là, Demain s'ouvre au pied de biche, c'est issu d'une résidence qu'il a menée avec des lycéens en Bretagne, à Douarnenez, autour d'une question. Et si Douarnenez, parce qu'il y avait eu trop d'abstention aux dernières élections, était coupée de la France et était forcée de devenir indépendante. Comment on s'organiserait, comment les habitants de Douarnenez s'organiseraient. Et c'est évidemment l'occasion, en partant de ce point de vue complètement fictionnel, de raconter en fait cette ville, de raconter ses habitants. Et donc les élèves vont interviewer plein d'habitants. Donc c'est à la fois un travail documentaire et en même temps un travail qui est de l'ordre de l'écriture, puisque c'est une fiction. Voilà, donc ça, pour moi, ce sont des genres qui sont de plus en plus présents et qui vont, à mon avis, dans les prochaines années, même si c'est difficile à financer, une fiction, c'est plus cher à financer qu'un entretien ou qu'un témoignage. Mais ça, à mon avis, c'est amené à pas mal se développer dans les années, dans les mois à venir. N'hésitez pas si vous avez des petites questions là-dessus. Alors, on passe un petit peu. Ouais, on a peut-être une petite question, Oui, on a Magali. une petite question d'Emeric qui pose la question de l'approche au niveau du reportage. Est-ce qu'elle est la même entre la radio et le podcast ou y a-t-il des différences? C'est très intéressant comme question.
C'est intéressant parce que, moi, en fait, ce que je fais je vais prendre mon exemple, mais en radio traditionnelle, je fais que du reportage. C'est essentiellement ce que je fais. Donc là, par exemple, je suis allée dans beaucoup d'EHPAD pour, raconter un petit peu ce qui s'était joué pendant la période de confinement, l'isolement et cetera. J'y suis allée en juin et en juillet. Bref, et donc j'ai fait des reportages et c'est marrant parce qu'en lançant un podcast, je sais pas pourquoi j'ai un petit peu exclu le reportage du podcast en me disant: «Bah non, autant en profiter pour faire des témoignages longs, appuyés, et vraiment rester que sur du témoignage parce que, bah, c'est aussi ce qui existait à ce moment-là, dans le monde du podcast et je me disais: «Bah, autant rester sur des histoires des gens» et aujourd'hui, bah, moi, j'essaie de réintroduire du reportage dans ce que je fais, par exemple, avec Postscriptum, parce que je pense que ça apporte quand même énormément. Donc, par rapport à votre question de est-ce que c'est différent la façon de faire du reportage? Je pense que non. Il y a un programme, Programme B, je ne sais pas si vous connaissez sur Binge Audio, qui est un programme, de reportage, où on entend pour le coup, c'est du vrai reportage et c'est du reportage qu'on pourrait écouter aussi en radio. Donc j'aurais envie de dire que non, enfin que oui, on fait, du reportage de la même façon en podcast et en radio traditionnelle, mais qu'on a tendance, à se dire que le podcast, c'est moins le lieu du reportage que la radio traditionnelle et c'est vrai que c'est un petit peu dommage et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent en reportage, qui peuvent être fortes et on n'a pas besoin de se faire entendre en tant que journaliste en faisant du reportage. Enfin, par exemple, là, moi, j'ai fait une lettre sonore avec un jeune, qui raconte son rapport, au collège, je l'ai enregistré en fait, en ambiance en fait. Donc je l'ai suivi avec ses amis, je l'ai suivi, dans la rue, en train de se balader, en train de parler, en train d'être au téléphone, en train de travailler, et tout ça, c'est ce qu'on appelle du reportage, en fait. Donc c'est-à-dire qu'on n'interviewe pas quelqu'un directement, mais on va enregistrer des séquences avec lui, des scènes et pour moi, bah, je fais ça pareil que si je le faisais pour une radio traditionnelle. Mais c'est vrai qu'on a moins tendance à y penser. Voilà. Merci pour cette question, en tout cas. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Merci, oui, je le ferai remonter, de toute façon. Super. Alors par rapport à la question de l'histoire et de ce qu'on veut raconter, ça peut paraître très basique, hein, comme questionnement, mais je pense que c'est important. Une formation que j'ai donnée, il y a 2 semaines, il y a une, élève qui m'a dit: «Bah, moi, je fais un podcast un petit peu dans mon coin où j'interroge des gens sur Paris, et sur leur rapport à Paris». Donc c'est des personnalités, des danseurs, des artistes et tout ça. Mais j'avoue, quand j'écoute mon podcast, je m'ennuie. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique si on s'ennuie soi-même, en faisant du podcast et c'est un peu bête ça, ce que je vais vous dire, mais c'est un vrai conseil, c'est-à-dire surtout si vous vous ennuyez, c'est qu'il y a un problème et c'est-à-dire qu'il faut monter, il faut resserrer, il faut penser à des séquences plus vivantes et ce qui était chouette d'ailleurs avec cette élève, c'est qu'elle était vraiment prête à repenser son concept pour le rendre beaucoup plus vivant. Je lui suggérais de pas seulement faire une interview en face à face, dans un endroit calme, mais aussi de suivre les personnes en situation justement en reportage dans leurs, différents métiers ou en balade à Paris, puisqu'il s'agissait de Paris, de parler de cette ville-là. En tout cas, de ne pas rester statique. Parce que pareil, hein, le podcast, on n'est pas obligé de rester statique en studio ou chez soi pour enregistrer. On peut aussi le faire vivre différemment. Voilà, mais ça pose la question de l'ennui. Et moi, c'est une question que je me pose tout le temps. C'est pas pour donner des leçons ou quoi, mais je pense que c'est important de se poser cette question à chaque instant, au tournage, au montage. Comment on fait en sorte pour que ça soit intéressant pour tout le monde et clair pour tout le monde aussi. Ça, c'est important. Je vais vous donner juste pour ces conseils-là, donc je vous ai listé un petit peu quelques questions qui sont, importantes à se poser, notamment la question de l'angle, parce qu'il suffit pas d'avoir un sujet, et ça on l'apprend aussi en école de journalisme, c'est, quel angle on va utiliser pour aborder ce sujet-là et pour illustrer ça, je voudrais juste prendre un exemple, encore une fois, tiré de mon expérience. J'ai, réalisé un projet avec 3 autres, auteurs qui s'appelle Légitime violence, dans lequel donc c'est un projet qui nous a pris 1 an à réaliser, qui est complètement indépendant, pour lequel on n'a pas du tout, été financé, mais c'était un choix. Et en fait, dans ce projet-là, on voulait raconter la question de la violence, politique en manifestation. C'était le moment des gilets jaunes, c'était le moment où on en parlait beaucoup, on parlait des casseurs, sans forcément, expliquer et donner la parole, en tout cas, à ces gens-là. Et nous, on s'est dit, bah, on a envie de comprendre en fait les motivations, bah, justement de ces casseurs et quel message ils veulent passer, voilà, comment ils s'opposent à la violence policière et puis, voilà, un petit peu ces questions-là. Et donc on est parti un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on s'est dit: «Ah, on va interroger la violence politique». Donc on a interviewé, des journalistes, qui parlaient de cette violence-là, donc des journalistes de BFM, Christophe Barbier aussi, voilà, qui intervient fréquemment sur les plateaux. On a interviewé, des sociologues, des médias, Vanessa Kodachoni,
des avocats, Ariel Halimi, bref, un nombre incalculable de personnes. Et puis on s'est retrouvé avec toute cette matière-là et en fait on s'est dit zut, on ne sait pas quoi raconter, on a beaucoup trop de matière et en fait on n'était pas parti comme on était beaucoup, on était 4 sur ce projet, on n'était pas parti sur un vrai fil conducteur, mais c'est comme ça que le projet s'est créé et je pense qu'il n'y a rien à regretter, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a créé et on a fait quelques errements avant de se dire mais en fait comment on va raconter cette histoire-là et on s'est dit, bah, il faut qu'on ait un personnage fil conducteur qui sera un personnage fictionné. Donc, on a inventé ce personnage à partir de récits de militants du Black Bloc qu'on avait recueillis, mais qui ne voulaient pas témoigner, ou qui ne voulaient pas qu'on entende leur voix, mais qui étaient d'accord pour qu'on raconte des éléments de leur histoire. Et donc, on a écrit un personnage à partir de ces récits-là, qui voulaient rester anonymes. On a écrit le personnage d'une femme et on a enregistré cette voix-là, qui est donc fictionnée, mais en même temps réaliste, puisque tout ce qu'elle raconte s'est passé pour différents interlocuteurs. Et en fait, ce personnage-là a été notre fil conducteur pour tout le podcast. Et autour de cette voix-là, on a pu agréger toutes nos interviews. Alors, pas toutes, on a dû virer pas mal de monde, notamment des journalistes, parce que c'était un petit peu un autre angle, la question du traitement médiatique de la violence. Et donc, on est resté vraiment sur cette violence, qu'est-ce qu'elle exprime, qu'est-ce qu'elle raconte, et il y a quelle violence elle veut s'opposer. Elle dit s'opposer, donc la violence sociale. Et donc, on est vraiment resté là-dessus. Et on a choisi les interlocuteurs au montage, et on a rajouté d'ailleurs des interlocuteurs aussi au tournage, pour faire en sorte que ça suive un petit peu ce fil conducteur. Et je vous raconte ça parce que, bah voilà, on a un petit peu perdu du temps, je pense. Voilà, c'était une expérience qui nous a pris 1 an avant d'aboutir à un résultat final qui n'était pas du tout ce qu'on envisageait au début. Et en même temps, on a évité de faire une encyclopédie sur la question de la violence parce que clairement, ça aurait été très ennuyant, ou en tout cas, ouais, c'était pas ce qu'on voulait faire. Et ça, je pense qu'il faut toujours, en fonction de l'histoire que vous avez ou d'histoire que vous voulez raconter, se poser la question d'un angle précis, d'un format, assez rapidement se dire, alors rester ouvert, hein, mais se poser la question de qu'est-ce qu'on veut que ça rende, est-ce qu'on veut s'entendre, est-ce qu'on veut entendre tout le monde sauf nous, est-ce qu'on veut avoir que quelques personnages, enfin ces questions-là, elles sont très très importantes à se poser, et puis évidemment le choix des interlocuteurs qu'on veut se poser. Je vous pose aussi une question si jamais vous voulez lancer un podcast qui est de l'ordre de la série ou en tout cas avec une certaine fréquence sur une thématique régulière, parce que c'est le cas aussi de pas mal de gens. Posez-vous la question de à qui vous vous adressez. Je vous parlais tout à l'heure des communautés de gens qui vont avoir envie de vous écouter parce que vous allez leur parler vraiment d'entreprise s'ils sont entrepreneurs. Posez-vous cette question. C'est important de se dire que de pas être trop ambitieux, de pas se dire on s'adresse à tout le monde, mais peut-être se dire qui vous voulez viser en fait déjà. Dans un premier temps. Après, vous pouvez rêver et puis vous dire que vous allez à viser d'autres publics, mais d'abord se dire qui ça peut intéresser. Et donc évidemment être à l'écoute de tout ce qui a pu être fait sur le sujet que vous voulez traiter. Ça, c'est important quand même déjà, ça va vous documenter. C'est important de se documenter quand on fait un podcast, de savoir ce qui a été fait, d'avoir, moi, j'ai toujours des Google Docs un peu avec des infos que j'ai pu recueillir sur les sujets que je vais traiter. Et puis voilà, évidemment, se poser la question de qu'est-ce qu'on va raconter à chaque fois dans chaque épisode, qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui va tenir en haleine les gens. Voilà, la série, c'est très à la mode dans le podcast avec cette idée de se dire, on va faire un peu comme dans les séries télé, mais faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une série ou pas? Est-ce qu'on pourrait pas avoir tout en un seul épisode d'1 heure? Est-ce que vraiment le format de la série s'y prête? Est-ce qu'on va réussir à jouer sur le côté haletant de la série, du suspense? Voilà, c'est des vraies questions en fait qu'il faut se poser à chaque fois. Et ça, on peut se les poser en écoutant beaucoup de choses, hein, en écoutant et en s'ouvrant un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour cette partie-là. Peut-être que Magali en a. Alors, c'est une question d'Aymeric, Ouais. qui se demande: «Ce podcast avec un personnage fictionné correspond-il à un docu-fiction donc ou et est-il disponible en ligne?» Oui, alors c'est marrant de poser cette question, Aymeric, parce que, on s'est beaucoup posé la question de la catégorie. Docufiction, en fait, par exemple, pour postuler à des prix, hein, c'est tout bête, mais il n'y a pas de catégorie docufiction. Donc il faut soit choisir documentaire ou soit fiction. Et en fait, on est un petit peu hybride puisque on est quand même moi, je considère, ouais, après, il y a débat dans notre collectif. Moi, je considère qu'on est plus un documentaire et certains considèrent qu'on est plus une fiction. Donc, on s'accorde sur le fait de dire qu'on est un docu-fiction puisqu'on mélange un personnage fictionné et des voix réelles. Donc, ça correspond un petit peu à cette définition-là. Et oui, il est disponible en ligne. On a reçu le prix, enfin, on a reçu, pardon, une mention spéciale du jury du Paris Podcast Festival justement ce week-end. Et donc, il faut juste taper Légitime Violence. On est sur la plateforme Ocha, qui est une plateforme assez chouette si vous voulez le mettre en ligne votre podcast d'ailleurs. Donc, c'est AU
OSHA, pardon. Voilà, donc si vous tapez légitime violence OSHA, vous retrouverez notre docu qui est soit en intégralité, donc qui dure 1 heure, 1 h 5, soit en fait on l'a construit comme un album de musique, ce qui rend encore le produit très hybride, mais en fait on l'a construit en plusieurs morceaux que vous pouvez écouter indépendamment. Selon le titre, ce qui vous inspire, ou alors tout d'un coup. Nous, on recommande évidemment d'écouter tout d'un coup, mais voilà, c'est en plusieurs épisodes justement, ou morceaux, on préfère dire. Voilà, mais c'est effectivement ce qu'on peut appeler un docu-fiction. Euh, alors peut-être, merci pour cette question. Par rapport à la question des entretiens, j'en parle parce que donc pour moi c'est important. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste dans notre formation à transmission. Parce que souvent, on va se dire qu'on sait mener un entretien, que d'ailleurs souvent on peut commencer à interviewer des potes par exemple, mais en fait c'est pas si simple. Déjà moi interviewer des potes, j'essaye de pas le faire, je le fais très rarement parce que à moins qu'ils aient une histoire incroyable, parce que je trouve que c'est difficile d'avoir la distance nécessaire pour interviewer, pour creuser, pour aller piocher chez les gens. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, qui que vous interviewez, il y a un peu un certain nombre de techniques à avoir. Donc évidemment, préparer son entretien, donc choisir effectivement le bon interlocuteur. Quand je dis ça, alors nous on parle parfois de casting, c'est un peu brutal de parler de ça, mais malgré tout il y a un peu de ça, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas hyper bon au micro. Alors moi je suis convaincue qu'il faut donner sa chance à tout le monde et que en vrai, en général, si les gens sont pas bons, c'est aussi que nous en tant qu'intervieweurs on n'est pas bons. Néanmoins, il y a des gens meilleurs que d'autres et ça, il faut pas se le cacher. Voilà, il y a des gens qui sont plus à l'aise, qui, même s'ils ont jamais été interviewés, qui vont adorer parler. Donc voilà, donc on va plus avoir tendance à s'orienter vers ces gens-là et en même temps, il faut éviter ce biais-là aussi parce que il y a parfois des histoires avec des gens un peu timides, mais qui en fait vont se révéler, avec qui il va falloir passer peut-être plus de temps, les mettre en confiance. Il faut pas non plus passer à côté de ça en fait. Donc le travail que j'appelle de casting, c'est plus vérifier qu'il y a du fond, en fait, que la personne va vous apporter du fond, que ce soit pour un témoignage ou évidemment pour une parole experte. Vérifier que ça correspond bien avec tout ce qu'on a dit avant, hein, avec votre histoire, avec ce que vous voulez raconter. Et que d'ailleurs, ça va peut-être vous ouvrir aussi. Moi, parfois, avoir des gens au téléphone, ça m'ouvre sur d'autres pistes et c'est intéressant. Enfin, de toute façon, il faut être ouvert. Il ne faut pas avoir un scénario préécrit et puis faire rentrer les gens dans des cases. Non, c'est aussi chouette de s'ouvrir à d'autres petits angles. Et puis, le premier appel au téléphone, donc soit premier contact par mail, par Twitter, etc., ou par Facebook. Et puis ensuite, on appelle la personne. Ce premier appel, il est très important. Parce qu'il faut effectivement vérifier qu'il y ait du fond, parce qu'il faut faut que la personne nous fasse confiance et ça c'est important, que la personne ait confiance en nous et ça va déterminer la suite et il faut aussi que la personne se raconte un petit peu mais sans trop se raconter parce que souvent les gens vont avoir tendance à tout nous raconter au téléphone et puis une fois qu'on les aura vus, alors soit ils vont nous dire comme je vous ai déjà dit, soit ils vont pas nous redire les choses, parce qu'ils se souviendront nous l'avoir déjà dit, ce qui est normal, hein, ce qui est humain, enfin c'est, voilà, quand on a déjà dit quelque chose à quelqu'un, on s'en souvient. Donc moi, j'essaye d'avoir des conversations au téléphone qui sont pas trop longues, 15 minutes, pas trop plus en fait. Aussi le temps de convenir d'un rendez-vous. Et donc de mettre un petit peu l'interlocuteur à l'aise. Et en fonction de ça, de ce qu'on peut appeler un espèce de brief, moi, je prépare mes questions. Donc, je peux les écrire dans un petit carnet, ça me permet de les mémoriser. Je peux juste les avoir en tête, mais souvent, je passe un petit peu par l'écrit, ça me permet de poser, puis aussi d'avoir une espèce de structure hein, d'entretien. C'est important, même si on n'est pas en direct, pour le montage, ça va vous aider. Pour la personne aussi, c'est mieux qu'un entretien de briques et de broc. C'est important. Après, moi, ce que je conseille pendant l'entretien, c'est de ne pas avoir sa feuille devant et d'être comme ça avec son micro. Déjà que vous allez devoir régler le son, le machin. C'est compliqué d'avoir en plus les questions écrites à côté. Et puis la personne, il y a malgré tout la question de faire oublier à la personne qu'elle vit un moment d'entretien. Alors c'est pas du tout une tromperie, hein, elle est au courant, elle sait ce qui se passe, mais c'est aussi qu'elle soit à l'aise. Et en fait, si elle vous sent stressée, et si elle vous sent un petit peu pas concentrée sur elle et ce qu'elle a à dire, donc soit sur la technique, soit sur vos notes, elle risque de s'égarer en fait et de moins être concernée par votre interview. Donc c'est un peu dommage. Je dis toujours que pour moi une interview c'est une rencontre et c'est une petite bulle qu'on va créer autour de soi et de la personne. Et ça j'en suis convaincue. En fait cette bulle elle peut durer une demi-heure, elle peut durer 2 heures, mais elle est très importante. Et dans cette bulle il y a un peu des règles et les règles c'est
Ne soyez pas dispersés. Évidemment, votre téléphone, il est en mode avion. De toute façon, d'un point de vue de prise de son, il faut qu'il soit en mode avion, celui de la personne aussi. Vous êtes vraiment en train de créer quelque chose avec la personne et elle ne répond qu'à vous. Voilà, il y a un lien qui se crée entre vous. Quand vous arrivez à l'entretien, alors déjà, en amont, vous aurez pu réfléchir à la question du lieu. C'est très important. J'entends beaucoup de podcasts où parfois il y a des interviews qui sont faites dans les cafés. Alors parfois, on n'a pas le choix, mais franchement, les cafés, c'est quand même globalement, à moins que ça soit lié au sujet dont vous allez parler, c'est assez à déconseiller parce que même si c'est un café calme, il y a des bruits de tasses, il y a des bruits de percolateurs, il y a des bruits de voix, il y a des bruits de musique, c'est compliqué et ça va vous distraire. Ça va distraire la personne, ça va vous distraire vous parce que vous serez là avec votre casque à écouter et à entendre, tous les bruits parasites, qui s'intègrent, à votre enregistrement. Parce qu'après ces bruits-là, ils existent et au montage, ils sont hyper compliqués à gérer. Donc moi je privilégie alors si c'est pour encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez tourner, posez-vous toujours cette question-là: «Qu'est-ce que je cherche?» Mais si c'est juste un entretien, un témoignage simple, un peu touchy, sur un sujet délicat, il vaut mieux être chez quelqu'un. À moins qu'il y ait trop de réserves, mais souvent les gens vont vous proposer, quand vous parlez d'un endroit calme, à Paris ça n'existe pas trop, donc ils vont dire, bah, vous pouvez ou en région parisienne, où que vous soyez d'ailleurs, ils vont vous dire, bah, en ville en tout cas, bah, venez chez moi, ça sera plus calme. Et c'est pas mal parce qu'ils seront à l'aise, ils seront chez eux, ça sera un peu à leur rythme. Donc vous allez un peu vous enfiler vos chaussons et vous mettre, au rythme de la personne et c'est important parce que vous serez au calme, vous serez bien et la personne aussi. Après, si vous voulez créer une situation de reportage, là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure et bah, vous allez devoir faire avec l'ambiance sonore du lieu. C'est-à-dire que, bah, le combat de coqs dont je vous parlais tout à l'heure, bah, il faut faire avec le bruit des coqs. Donc il faut enregistrer des choses qui vont être, peut-être, comment dire, un tout sonore. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir couper dans certaines séquences parce qu'il y aura trop de bruit derrière, trop de bruit parasite. Il faut faire attention, ça pareil, au début de l'enregistrement, même si vous êtes chez quelqu'un, vérifiez s'il n'y a pas de machine à laver qui tourne, s'il n'y a pas de portable, s'il n'y a pas de travaux. Donc si par exemple des travaux qui retentissent plus vers la fenêtre, et bah, essayez de vous isoler un peu plus loin. S'il n'y a pas d'écho, ça hyper important l'écho. L'écho, c'est vraiment un truc hyper compliqué après au montage à gérer parce que bah, c'est difficile de couper, en fait, de faire des coupes puisqu'on entend les coupes vraiment, puisqu'on coupe en plein milieu de la résonance. Un des conseils, c'est de se mettre d'éviter vraiment les pièces où il y a de l'écho. Donc moi, ça m'arrive avec les gens de faire le tour de bureau, par exemple. Les bureaux, c'est insupportable parfois pour ça, et de réussir à trouver une petite pièce un peu glauque, limite remise, mais où là, l'acoustique sera bonne. Et c'est assez important en fait, hein, ça quand même. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas le choix, de vous mettre dans un coin de pièce. Moi, c'est ce qu'on m'a recommandé à la radio. Donc, par exemple, dans un canapé en coin de pièce, où vous tendez le micro vers le coin de la pièce et la personne, et du coup, vous fait face et il fait dos au coin. Et ça permet d'éviter aussi un petit peu l'écho. Bon, évidemment, il faut être idéalement dans une pièce où l'acoustique est bonne, donc il faut bien vérifier ces réglages en amont. On en reparlera quand on parlera de la prise de son tout à l'heure. Et moi, je conseille, donc vous savez qu'il y a peut-être il y a 2 modes, mono, stéréo. La mono, c'est un mode où on entend vraiment la voix très proche de la personne. On n'entend pas toutes les ambiances autour et c'est très bien pour faire une interview ou un entretien très calme. Par contre, si jamais vous voulez faire vivre une situation de reportage, c'est peut-être mieux d'être en stéréo, puisque en stéréo, on peut entendre aussi les ambiances sonores si vous êtes en extérieur, par exemple. Alors faites attention parce que quand vous êtes en stéréo, ça capte beaucoup plus qu'il y a autour de vous, donc il faut vraiment être conscient de ça, mais ça permet d'avoir un reportage plus vivant. Charlie, on a une question, Ouais. d'Emeric qui, se demande: «Et comment faire pour que ce premier appel soit concluant et que la personne accepte de venir en entretien?» Parce que nombreux sont ceux qui par SMS ou par mail ou même Mmh. par téléphone commencent par refuser. Donc est-ce que tu as des conseils Ouais. est-ce que vous avez des conseils, pardon? Oui, bah, c'est une très bonne question. Alors, en fait, moi déjà effectivement, j'ai parlé de l'appel, la question elle commence effectivement dès le mail, hein, ou dès le SMS. Hem C'est évidemment plus simple quand on vient d'un, entre guillemets, «média». Moi, c'est plus simple quand je viens de RFI, que de Postscriptum. Mais en réalité, il faut se présenter dans le mail et puis il faut aussi assez rapidement dire l'objet de sa démarche et pourquoi cette personne-là, en particulier, vous semble la plus importante, à entendre. Donc un petit peu la valoriser, mais non, c'est normal, en même temps, vous la cherchez. Et après, alors si vous arrivez à avoir un appel avec elle, c'est vrai que les gens vont avoir tendance à dire non, enfin vont pouvoir dire non. Déjà en se réfugiant derrière l'anonymat,
Ça m'arrive très souvent. Alors moi, j'essaie vraiment de rassurer les gens en disant: «Bah, on n'aura pas votre nom, on peut même vous donner un faux prénom, on le précisera, en mention, mais on peut vous donner un faux prénom. On n'est pas obligé de vous localiser, c'est-à-dire que, bah, si vous avez grandi à Paris et que vous racontez une histoire à Paris, bah, on s'en fiche que ça soit à Paris. Voilà, on dira juste que c'est dans une ville. Donc en gros, ça, moi, c'est souvent la barrière, c'est l'anonymat. Et éventuellement, ça m'est arrivé, par exemple, pour des femmes victimes de violences, vraiment très, très fortes et qui étaient vraiment en danger, elles, bah, j'ai modifié leur voix. Donc ça, c'est un effet qu'on peut, ajouter, en logiciel de montage. Évidemment, c'est pas le top, hein, parce en termes de qualité sonore, mais ça peut être le cas. Bref, en tout cas, rassurer la personne sur la question de l'anonymat, moi, souvent, ça me permet de la convaincre. Et aussi, je pense que, bon, après, il y a des gens qui refusent, ils refusent. Enfin, on peut pas insister. Puis parfois, les gens qui refusent, ils vont être hyper compliqués à atteindre. Et en fait, il vaut peut-être mieux pas insister. Enfin, moi, je sais que, alors, ça m'arrive parfois de me prendre des noms de chercheurs pour une émission sur RFI pour laquelle je travaille parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Et bah, en fait, je vais pas insister. Tant pis, je vais trouver quelqu'un d'autre qui parlera peut-être d'autre chose, mais dans la même discipline. Et parce qu'en fait, si la personne n'est pas motivée, ça va pas être un super entretien, quoi. Enfin, vous aurez pas vraiment beaucoup de matière intéressante. Et ça, du coup, Émeric, ta question, je trouve qu'elle amène aussi à la question de la motivation des gens. Et ça, c'est une question très importante. C'est pourquoi les gens nous répondent. Toujours se poser cette question-là. C'est pas anodin de répondre à un micro. Quand on vous parle à vous, c'est qu'on parle au-delà de vous. Donc, à qui on veut parler. Et en fait, souvent, les gens vont un petit peu conscientiser pourquoi ils veulent parler. Alors, bah, je vais vous donner un exemple concret. Là, tout à l'heure, il y a quelques semaines, j'ai fait le témoignage d'une femme sur l'alcoolisme. En fait, elle est alcoolique depuis 20 ans. Et sur la question de l'alcoolisme féminin, qui est très tabou, dont on parle un petit peu plus, mais qui est très, très tabou, parce que souvent très caché. Et donc, en fait, elle voulait pas trop témoigner au début. Et donc, je l'ai un petit peu rassurée. Donc, ça a pris du temps. Là, pour le coup, je crois qu'on s'est parlé pendant 1 heure au téléphone. Donc, voilà, un petit peu contre-exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais parfois, il faut aussi prendre le temps avec les gens et c'est important d'expliquer ses intentions, d'être clair sur ce que ça va donner à l'antenne ou en podcast. Et en fait, finalement, en discutant avec elle, à la fin, elle m'a dit, bah, vous savez quoi, j'ai réfléchi. Et en fait, bah, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai envie d'accepter. Un, ça va me permettre de faire le point sur ma vie et sur mon parcours contre l'alcoolisme parce qu'elle lutte, elle essaye de lutter, de se faire soigner, etc. Donc ça me permet de faire le point, un petit peu comme une thérapie. Hein. Ça, il y a un peu ce côté-là parfois avec. Alors, voilà, il faut avoir la présomption de penser qu'on est des thérapeutes, mais il y a quand même parfois le micro qui est utilisé pour faire le point, pour libérer la parole, pour se décharger d'un fardeau. Ça, c'est évident que moi, il y a plein de gens qui me disent waouh, ça m'a fait vachement du bien, j'en avais jamais parlé. Et ça, c'est important. Et les gens parfois en ont conscience, pardon, avant l'entretien. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis elle m'a aussi dit, bah, je parle aussi pour d'autres femmes qui se reconnaissent pas alcooliques et qui doivent comprendre que bah, ça fait du mal d'être alcoolique, ça me fait du mal. Et j'ai envie par mon témoignage bah, de sensibiliser. Et ça, c'est aussi très fort et c'est assez beau d'ailleurs. C'est aussi une des motivations du témoignage. Et donc, je parle de ces motivations-là parce que je pense qu'il faut avoir conscience de ça, même si les gens ne le formulent pas aussi clairement qu'elle l'a fait. Et parfois aussi, moi, ça peut être un argument aussi de dire aux gens, bah, vous savez, parfois on a l'impression que moi, les gens parfois ils me disent: «Mais ma vie, elle est pas intéressante, il se passe, pourquoi vous venez m'interviewer? Enfin, j'ai rien à raconter, voilà, pourquoi on va mettre l'accent sur moi?» Et en fait, en fait, il faut dénouer ça en disant, bah, le témoignage, ça permet de sensibiliser, ça permet, de donner à d'autres l'envie de se raconter et l'envie, en tout cas, de prendre conscience. Moi, j'ai déjà interviewé une femme qui avait été, victime d'un mariage forcé et qui en avait pas conscience jusqu'à avoir entendu d'autres témoignages à la télévision de femmes victimes de mariage forcé. Donc il y a quand même un peu ce truc-là, en fait, de la prise de conscience et ça peut être un argument à mettre en avant. Alors je sais pas, du coup, pour quelles interviews, de quelles interviews il s'agit pour toi, Aymeric, mais la question, c'est un petit peu ça, quelle est la motivation et quel est voilà, sur quel ressort on va pouvoir appuyer, voilà, sans mentir, en étant honnête, mais il y a effectivement, des intérêts, pour les gens, à nous répondre. Voilà, j'espère que j'ai répondu comme il fallait. Alors peut-être par rapport à cette question des techniques d'entretien, assez brièvement, moi j'essaye souvent de poser des questions ouvertes. Alors c'est pareil un conseil assez de base, mais pour avoir suivi pas mal d'élèves, c'est parfois des conseils qui sont pas trop utilisés. Donc plutôt des questions genre: «Comment vous voyez ça? Comment vous l'avez vécu? Heu, quand est-ce que ça s'est passé? Racontez-moi». Si on décrit une scène, vraiment avoir tous les éléments de la scène, comment, qui,
où, que tout soit très précis. Parfois, ça va paraître anecdotique, mais en fait, l'auditeur, il a besoin de repères très précis pour pouvoir vous croire en fait et croire à la personne qui parle. Et puis s'identifier, parce que dans le témoignage, il y a aussi l'idée d'identification. Donc vraiment que tout soit très précis, parce que plus c'est précis, plus c'est convaincant. Donc éviter les questions où on répond par oui, par non. Les enfants, moi j'interviewe aussi pas mal d'enfants sur des sujets liés à l'éducation. Les enfants, c'est les pires pour ça. Donc on peut pas poser une question fermée. Ils vont, par exemple, est-ce que tu aimes l'école? Oui, voilà, ou non. Et puis il y a plus rien. Alors que les adultes vont quand même avoir tendance à développer, même si on pose ce genre de questions. Mais voilà, il faut éviter ces questions-là qui sont un petit peu, qui vont un petit peu guider aussi l'entretien. Il vaut mieux rester plus ouvert et ça apportera plus de contenu, de matière. Moi, je pose souvent aussi des questions, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi? C'est bête, hein, mais c'est des questions qui permettent à la personne de s'expliquer d'elle-même sans que moi on m'entende. Et moi, j'enregistre toujours mes questions. Donc, c'est-à-dire que je vais toujours poser mon micro, tenir mon micro en dessous de ma bouche quand je parle et puis le passer, toujours en le tenant moins, bien sûr, mais toujours être dans ce trajet-là. Parfois, je garde mes questions, mais parfois, il n'y a pas besoin de les garder. Je les enlève, en fait. On s'en fiche de nous entendre. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est vous qui guidez l'interview. Il ne faut pas se laisser embarquer dans des espèces de tunnels parfois. Donc, n'hésitez pas à couper poliment ou en tout cas à réorienter. Si vous avez le temps de laisser passer ces longs tunnels, vous réorientez. Vous essayez de laisser les gens quand même comprendre que c'est vous qui guidez et que vous êtes là à les écouter très fortement et que vous voulez que tout soit concret, quoi. Et ça c'est important parce que moi, je me souviens que mes premières interviews étaient très longues parce que je me laissais un petit peu embarquer dans des tunnels en fait et que voilà, ça fait perdre un petit peu du temps à tout le monde et c'est des choses qu'on sait en les entendant qu'on va pas les garder. Donc autant aller plus dans le vif du sujet en reposant la question différemment. Voilà. Et peut-être un petit dernier conseil par rapport à ces entretiens-là. Moi, je commence plutôt par des questions un peu plus générales, un peu plus, comment dire? Moins intimes. Les questions plus intimes, elles viennent au fil, de l'interview. C'est difficile d'arriver et d'aller parler, par exemple de l'alcoolisme, genre, comment vous le vivez? Comment vous en avez parlé à vos proches? On va pas tout de suite aborder cette question-là. On va d'abord progressivement laisser la personne se raconter, et d'ailleurs, c'est des choses qu'on va aussi garder, hein, au montage, mais comment elle est tombée dans l'alcoolisme? Comment ça s'est passé? Enfin, voilà, tout ça, c'est important et je commence aussi toujours par demander aux gens de se présenter parce que c'est important, eux qui s'approprient le micro. Alors quand je dis s'approprier, c'est encore une fois, ce que je conseille, c'est de garder vous le micro en main, mais eux, déjà, ils ont fait une première réponse. Parfois, vous allez la garder, parfois non. Parfois, les présentations, elles sont un peu trop longues, alors vous allez peut-être redire: là, il faudrait se représenter parce que c'est un peu trop long». Donc on va essayer de faire un peu plus court. Mais en tout cas, c'est une façon de mettre à l'aise les gens aussi avec le début de l'entretien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour cette partie-là, de l'entretien? Alors pour l'instant, il y a pas de questions. Moi, j'en aurais une, en fait. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil, en fait, pour enregistrer Ouais, justement? Est-ce que très c'est bien. Zoom? Alors et aussi au niveau des prix pour ceux qui commencent et qui ne veulent pas spécialement, investir Mmh. dans voilà, est-ce qu'on peut parler un peu du matériel? Du matériel, complètement. C'est bien parce qu'en plus, on va parler de la question de la prise de son et évidemment, tout ça est lié. Bon, moi, je travaille personnellement au Nagra, en Nagra SD, mais c'est un matériel qui est assez cher, qui coûte environ 3 000 €, qui m'est prêté, par, RFI puisque je travaille régulièrement pour RFI. En fait, ce qu'on recommande, aux élèves de transmission, c'est, d'acheter un Zoom. Alors, certes, c'est moins bien en termes de qualité sonore que les Nagra, qui sont un peu la marque, des radios traditionnelles et la marque, classique, mais ça fait quand même très bien l'affaire. Donc on recommande plutôt, le Zoom H5N qui coûte, si je me trompe pas, autour de 500 €. Voilà, après il y a alors à peu près, hein, je suis pas exactement certaine du prix, mais c'est globalement dans cette tranche-là. Il y a un H6, qui est pas mal aussi, mais qui est peut-être un petit peu compliqué d'utilisation. Donc on recommande soit le H5 ou le H6, voilà. Parce qu'après, je crois que ça va jusqu'au H7 ou H8, mais c'est beaucoup, beaucoup plus cher et en fait, ça vaut pas forcément le coup d'investir dans quelque chose de trop cher. Voilà, après, moi, je fais des ateliers radio aussi avec des scolaires et pour le coup, pour ces ateliers-là, on utilise des Zoom H1
ou des zooms H2 qui sont beaucoup moins chers. Les zooms H1, c'est 90 €, je crois. Les zooms H2, ça doit être entre 100 et 200 €. C'est de moins bonne qualité, mais c'est bien pour travailler avec des publics scolaires. Voilà, donc moi je recommanderais un Zoom H5 qui a donc un micro stéréo, donc qui permet d'enregistrer des ambiances et auquel vous pouvez en plus rajouter en l'achetant un micro mono, donc c'est-à-dire un micro que vous allez tenir à la main et qui va vraiment être super pour les interviews posées, au calme, chez soi, etc. Donc le son est très bien avec un micro mono qu'on va donc brancher sur le Zoom. Et sinon, pour prendre des ambiances ou aussi pour enregistrer des interviews, on peut le faire aussi comme ça. On utilise le micro du Zoom qui peut être mis à la fois en mode stéréo et à la fois en mode mono. Voilà, c'est-à-dire qu'avec une seule piste. Voilà, mais donc la question du matériel, elle est effectivement importante. Il faut se munir d'un Zoom, c'est quand même chouette d'être indépendant là-dessus. C'est un petit investissement. Et on parlera du logiciel de montage, mais il y a un logiciel qui est accessible gratuitement qui s'appelle Reaper, qui s'écrit R-E-A-P-E-R, qui est très bien, qui est vraiment très très bien, beaucoup mieux que Audacity, si vous connaissez, où c'est quand même assez limité ce qu'on peut faire sur Audacity. Reaper, on peut travailler sur plusieurs pistes différentes, donc avec par exemple la piste interview, la piste ambiance, la piste musique, puis il peut y avoir plusieurs pistes pour chacun des éléments que je viens de vous donner. Et donc ça nous permet aussi de réaliser ce qu'on appelle le mixage, donc c'est-à-dire de faire en sorte que tout soit dans un même univers sonore et qu'on arrive à homogénéiser un petit peu les lignes de niveau, que ça tout soit au même niveau. Voilà, c'est un peu les conseils que je peux donner. Mais effectivement, oui, c'est bien d'avoir un zoom et c'est bien, et là on en va en parler pour la prise de son, d'écouter au casque toujours ce que vous enregistrez, donc d'avoir un bon casque. Voilà, d'avoir un bon casque de qualité, c'est chouette parce que il faut toujours que vous ayez votre casque quand vous enregistrez. Alors certes, ça vous isole un petit peu. Je vous parlais de la bulle, ça fait encore un obstacle par rapport à la personne que vous interviewez, mais c'est pas grave, vous le faites oublier et vous, ça vous permet vraiment d'entendre tout ce que vous enregistrez, notamment si vous avez des bruits de micro. Le problème du zoom, il y a des gens qui achètent aussi une petite perche pour tenir le zoom parce que quand on triture le zoom, donc cet enregistreur, avec les mains, ça s'entend en fait hein, l'enregistrement si on utilise le micro du zoom et du coup ça c'est pas beau en fait. Enfin c'est des petits claquements. Pareil, un truc qu'on n'entend pas dans la vraie vie mais qu'on entend quand on met le casque, quand on enregistre, c'est les bruits des téléphones portables. Parfois votre téléphone va va recevoir pardon un SMS et ça va faire un espèce de bruit d'onde très désagréable qui sera enregistré sur votre bande son. Donc, et donc impossible de s'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment ce que vous permet d'entendre le casque. Le casque, il vous permet aussi d'être très attentif. Par exemple, les avions. Un avion dans le ciel, vous êtes en extérieur, vous allez l'entendre et vous allez vous dire, zut, les avions, ça peut être parfois très dérangeant. Et puis, quand on fait du montage, on entend très bien les moments où il y a l'avion, les moments où il n'y a pas l'avion. Donc, compliqué pour le montage. Du coup, le casque va vous permettre en fait d'entendre le rendu de ce que vous enregistrez. Et ça, c'est très important. Il y a peut-être une question. Charlie, oui. Ouais, Une question d'Emery qui demande si un Zoom H2 suffit pour ouais, réaliser un podcast, en tout cas pour commencer, ou ou c'est pas du tout suffisant? Parce que vous parliez ouais, des enfants, alors OK, ouais. plus facile à Moi, mener, mais hmm. voilà, est-ce que Ouais, moi je pense que c'est pas suffisant. C'est un peu compliqué parce que du coup ça veut dire qu'il faut investir un peu plus. Mais ouais, je pense que c'est pas. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre podcast, mais après, si c'est pour commencer, et voir si ça vous plaît et pourquoi pas, après tout, c'est mieux que rien. Puis ce Zoom H2, si je sais pas, vous prenez de passion pour le métier, vous pourrez le prêter à quelqu'un ou, pour qu'il s'enregistre lui-même ou, donc il servira toujours. Donc si c'est juste parce que vous êtes pas trop sûr de faire du podcast et que ça vous pouvez commencer par ça. Après tout, on peut aussi enregistrer avec son téléphone. Enfin, en vrai, il y a pas mal moi, parfois, ça m'arrive de diffuser des gens qui s'enregistrent par téléphone. Je leur demande de s'enregistrer tout seuls dans des moments de leur vie et je les utilise et ça marche, hein. La qualité sonore est pas incroyable, mais ça le fait. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et du budget que vous avez. Donc ça peut le faire avec un H2, mais je recommande, quand même si c'est un truc, un peu plus pro que vous voulez faire ou en tout cas plus régulier d'investir assez rapidement pour, autre chose. d'ailleurs, là, on parle vraiment de la situation hein, de pandémie. Euh, Est-ce que, en fait, les gens sont un petit peu plus, peut-être moins exigeants quand il s'agit, en fait, de la qualité sonore? Parce qu'en fait,
Maintenant, on va Ouais. pas rencontrer les gens directement ou aller chez eux. Donc peut-être que ça va être un enregistrement de conversation par Skype Mmh. ou virtuel par téléphone. Est-ce que justement, en fait, on peut se dire que, bon, peut-être que là, bon, un Zoom H2, ça suffit, mais c'est surtout que, est-ce que vous ressentez que, voilà, en fait, au niveau de la qualité, tant que le fond est là, peut-être que Ouais. comment, la qualité sonore est moins Mmh. importante? C'est Ouais, c'est une très bonne question et effectivement, c'est complètement d'actualité. Pendant le confinement, moi, j'ai travaillé beaucoup sur WhatsApp, en proposant aux gens de s'enregistrer sur WhatsApp, des notes vocales. Donc parfois, je les avais au téléphone, donc ils avaient 2 téléphones, hein, ça veut dire et puis ils s'enregistraient, en notes vocales sur WhatsApp et c'était pas mal au niveau de la qualité. WhatsApp, c'est franchement ce que j'ai eu de mieux, en termes de qualité pour des choses qui sont enregistrées à distance. Et donc en fait, cet outil-là d'ailleurs, il nous a ouvert avec Postscriptum à beaucoup de choses parce qu'on a pu, les gens s'enregistraient tout seuls, donc ils étaient plus libres aussi. C'était une parole qui était différente que, leur tendre un micro. Donc effectivement, de la contrainte, on a créé de nouvelles façons de travailler. Je travaille un petit peu sur Skype aussi. On peut enregistrer sur Skype, pour des personnes qui sont un peu loin. Après et c'est vrai que, par exemple, moi, je fais quand même encore des interviews en réel où, du coup, j'essaie de respecter une distance de sécurité. J'ai parfois une perche qui tient mon agra ou parfois je tiens mon agra avec mon bras, mais je reste, en essayant de rester à 1 mètre de la personne et on est tous les 2 masqués. Et le masque, bah, ça s'entend. Voilà, donc ça s'entend parce que, bah, la personne la dernière fois, j'ai interviewé un architecte qui, il se trouve, avait une barbe et donc bah, sa barbe frottait contre le masque et c'était embêtant et en même temps, bah, j'allais pas lui dire: «Enlevez votre masque». Enfin, on est quand même dans un contexte où il faut pas rigoler, là-dessus. Et déjà, c'était très bien de pouvoir le voir. Donc, bah, on entend un petit peu son quand il parle, on entend un petit peu le bruit du masque. Donc c'est vrai que même les radios traditionnelles et ça, du coup, c'est mon expérience, sont un petit peu moins exigeantes parce qu'on est obligé, en fait, et puis il y a des gens, tout simplement, qui veulent pas forcément encore voir, des gens de visu parce qu'ils ont pas envie, parce que et ça se comprend très bien. Donc effectivement, même si ces gens sont à Paris et ben, on va les interviewer par Skype ou par WhatsApp. J'essaye de pas le faire parce que je trouve quand même que c'est un peu dommage, mais j'essaye de convaincre. Mais donc en parlant de la perche, en parlant de la distance, du masque et cetera. Mais voilà, si les gens le veulent pas donc oui, c'est vrai qu'il y a un peu cette, et même à la radio, hein, à la radio, il y a plein d'émissions qui ont été faites, par téléphone, hein, pendant toute la période du confinement. Il y a beaucoup plus de gens qui sont par téléphone. Bah, c'est vrai que moi qui suis un petit peu, je pense exigeante, ça m'agace, mais en même temps, bah, on n'a pas le choix. Donc en fait, je pense que même les auditeurs, ils ont de plus en plus l'habitude d'entendre des qualités sonores moins bonnes et en même temps, on n'a pas le choix. Donc oui, c'est vrai, c'est une question très justifiée, Magali, ça, ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu, rétrogradé la qualité et on est obligé de le faire. Il nous reste que, 5 minutes, donc peut-être assez rapidement, je l'ai déjà, un petit peu formulé, donc on pourra passer un peu vite sur cette partie-là, mais le format WAV, quand même, c'est important d'enregistrer en format WAV. C'est le meilleur format, en radio, plus qu'en MP3. Donc essayez d'enregistrer avec la meilleure qualité possible. Garder le micro plutôt près de la bouche de la personne. Moi, je dis toujours que c'est pas mal d'être, à, la distance d'un point à peu près. Donc le micro, voilà, il arrive, il y a une petite distance d'un point de la bouche de la personne pour que ça soit, plutôt proche, et évidemment pas trop proche pour qu'on n'entende pas les plops, parce que quand parfois certaines personnes, quand on dit «P», ça fait un petit plop, donc éviter un peu ça, donc pas être trop près non plus, mais être quand même assez proche de la bouche. Pareil quand vous posez vos questions. Attention au bruit de câble et de micro. Quand vous bougez le micro, c'est important. Ça, toujours vous l'écoutez au casque. Et puis, je vous disais, faites attention au son parasite, la clim aussi, qui est vraiment problématique. Moi, ça m'arrive très souvent de demander aux gens d'éteindre la clim, d'éteindre les musiques. Voilà, c'est important aussi quand on prend du son de prendre des ambiances, hein, de l'endroit où vous êtes pour le faire vivre. Je parlais tout à l'heure des situations qu'il faut enregistrer. Donc, on enregistre, on se fait oublier. Moi, je regarde un petit peu par terre en enregistrant, en tendant mon micro, en enregistrant les gens. Si vous enregistrez un groupe de parole, par exemple, ou si vous enregistrez un cours, alors là, il va falloir être très mobile pour aller courir un peu. Entre chaque élève qui va s'exprimer et participer à la classe. Mais voilà, toutes ces situations-là, en gros, bah, être le plus proche possible de la source sonore. Donc en l'occurrence, bah, des enfants qui vont parler en classe. C'est un vrai travail, ça, de prendre des ambiances à l'école et réfléchir aussi un peu comme en photographie aux ambiances de premier plan. Donc, par exemple, aller enregistrer un feu proche, donc pour avoir son crépitement très proche, et puis se mettre un peu plus loin, à l'autre bout de la pièce, pour l'entendre de loin, pour créer une ambiance de loin. Et toutes ces ambiances-là, elles vont vous servir ainsi que potentiellement au réalisateur avec qui vous travaillez. Moi, en radio traditionnelle, je travaille toujours avec un réalisateur qui va ensuite repasser derrière mes sons, les habiller, les musicaliser et puis peut-être ajouter des ambiances que j'aurais pas insérées déjà et donc qui va adoucir un peu tout ça. Du coup, tout ça, si vous travaillez pour
un podcast qui existe déjà, où il y a déjà peut-être des moyens avec un réalisateur, c'est important de prendre ça et c'est aussi très important, même si vous avez l'impression que l'ambiance est calme autour de vous, de prendre ce qu'on appelle une queue d'ambiance, c'est-à-dire 2 minutes, au moins 1 minute, mais 2 minutes, c'est bien, d'ambiance à blanc de la pièce. Même s'il y a quasiment pas de bruit, c'est utile, ça va vous permettre de masquer parfois certaines coupes et c'est important de toujours prendre cette ambiance-là de l'endroit où vous êtes. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de pratiquer pour apprendre. Pour le montage, je vous ai parlé du logiciel Reaper. Là, il y a un guide que vous pouvez trouver facilement à télécharger avec tous les raccourcis. C'est très très bien expliqué. Je pense que le conseil principal par rapport à cette question du montage, c'est garder les respirations. Ne coupez pas les respirations. Vous n'êtes pas sur RMC où on coupe tout. Vous coupez au bon endroit. Il faut respecter les rythmes de la parole, les silences, les moments d'hésitation. Et franchement, s'il y a une coupe qui s'entend, vous la gardez pas. Tant pis. S'il y a une longueur, vous gardez la longueur telle quelle. Il vaut mieux parce qu'une coupe qui s'entend, moi, ça me fait bondir de ma chaise. Donc évitez aussi de finir en l'air. C'est bien quand la personne conclut. Il y a des gens en interview qui concluent rarement leurs phrases, c'est dommage. Et on a un peu du mal avec eux à les monter. Mais voilà, pensez toujours à la chute. Soyez sûr à la fin de chaque entretien que vous ayez bien une chute, voilà, pour votre entretien. Et puis une accroche, hein, évidemment. Je vous ai mis quelques sites pour télécharger de la musique, des bruitages libres de droit. Il y a des sons de la BBC, il y a des sons sur YouTube. Il y a un site qui s'appelle Freesound où on peut trouver tout ce qu'on veut. Alors la qualité est très aléatoire, mais il y a quand même beaucoup de choses. Puis je vous ai mis un site payant qui s'appelle Splice, pardon, mais qui est très chouette, qui propose beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique très belle. Voilà, mais c'est payant. Voilà, donc il y a pas mal de sources. Et puis, on arrive un petit peu, désolé, on n'aura pas trop abordé cette question-là, mais la question du modèle économique, globalement, par rapport au podcast aujourd'hui, ce qui fait vivre, c'est ce qu'on appelle le brand content. Donc, c'est-à-dire faire des podcasts pour d'autres et pour des grandes marques. Parfois, voilà, c'est 65% des revenus de Binge Audio, c'est du brand content, par exemple. Donc, c'est une façon comme ça de vivre du podcast. Et voilà, il y a aussi les sources publicitaires, le sponsoring, mais ça, pour ça, il faut avoir beaucoup d'écoute et donc c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, le modèle économique du podcast se cherche encore un petit peu, mais vous pouvez aussi en faire déjà pour vous tester, pour vous amuser et puis voir ensuite si vous avez envie de gagner des revenus avec ça. Voilà, désolée, c'était un petit peu un accéléré à la fin. Ah, je vais voilà, Mais pas de merci. souci. Merci beaucoup. Je viens de partager aussi et au fur et à mesure, hein, j'ai partagé les liens, vers les sites, Super. recommandés. Merci beaucoup Charlie, c'était très intéressant. Heu, Merci, c'était un peu dense, mais j'espère que vous avez pu suivre un petit de peu. de toute façon, la vidéo sera disponible, hein, sur le site de l'EJC. Tout sera disponible. Après voilà, s'il y a des questions spécifiques, je pense que Charlie, vous avez Twitter, enfin il est possible de toute Ouais, façon rester en contact. n'hésitez pas à me contacter, ouais, carrément, je suis sur Twitter, sur Facebook, voilà, Voilà, carrément, donc la n'hésitez pas. vidéo sera disponible. Là, il y a des liens que je viens de partager aussi en direct dans les commentaires. J'espère que tout le monde, les a à disposition et voilà. En tout cas, merci beaucoup Charlie, d'avoir Merci, merci participé Magali. à cet atelier. Merci beaucoup au public d'avoir aussi participé et d'avoir posé des questions aussi. Merci Aymeric. Ouais, merci. Voilà, je vous dis, à bientôt et voilà et puis, bon courage en fait, hein, Ouais, il y a plus qu'à maintenant, il faut il y a créer. plus qu'à ouais, il y a plus qu'à fabriquer et écouter, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.